Donc, pour la deuxième partie du cours, on y va avec du concret. Donc, j'ai invité Hélène Blais, qui est technicienne en électrophysiologie médicale, mais aussi coordonnatrice de laboratoire depuis, je pense que ça fait, je ne sais pas si je dois dire le nombre, mais 20 ans qu'elle est au CEAM ou presque, parce que je me souviens qu'on était là en même temps dans le début des années 2000, donc ça fait quand même un petit bout de temps. Je l'ai invitée à venir présenter sur comment on fait pour enregistrer le G. Donc, elle nous a préparé une présentation avec des petites vidéos avec l'aide de Sonia Frenette, qui est aussi technicienne et coordonnatrice, puis qui est là depuis au moins aussi longtemps, si je me trompe pas, au CEAM. Donc, Hélène, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Moi, oui. Pas le mien. Je vais juste... On te laisse une petite minute pour t'organiser. Non, ça va. Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue à la présentation Capturer le sommeil. Donc, on va se concentrer aujourd'hui sur les aspects vraiment plus techniques, je dirais même techniques de base là, du déroulement d'un enregistrement de sommeil. Donc, pour les plus expérimentés d'entre vous, ce sera peut-être un peu redondant, mais pour ceux qui n'en auront jamais vu, ça va vous donner, je pense, une bonne idée. Donc, on va faire une brève définition de la polysomnographie. On va regarder comment ça se passe. J'en ai parlé un peu, mais entre l'électrode et l'ordinateur. Donc, on va parler aussi du système d'enregistrement. Comment et où installer les électrodes. On va parler un peu des montages, donc de la façon de visualiser les signaux. On va parler de quelques paramètres techniques importants et on va aussi avoir quelques petites capsules vidéo. Donc, qu'est-ce que la polysomnographie? Le gold standard pour mesurer le sommeil. Une brève définition. Donc, la polysomnographie, c'est une technique qui consiste à obtenir une représentation graphique de la distribution des stades de sommeil tout au long de l'enregistrement de différentes variables. Donc, dans les variables qu'on va enregistrer, il va y avoir l'EEG, l'électroencéphalogramme, l'EOG, l'électro-oculogramme, l'EMG, l'électromyogramme. Donc, il va vraiment s'agir des 3 activités essentielles pour nous aider à déterminer les stades de sommeil. À ces 3 activités-là, on peut choisir d'ajouter d'autres polygraphies, dépendamment des objectifs du projet de recherche ou du type de pathologie à investiguer. De façon standard, les activités suivantes vont être enregistrées dans une PSG. Donc, on va parler de l'ECG, l'électrocardiogramme, l'activité musculaire des jambes aussi, qui est un autre type d'électromyogramme. On va aussi enregistrer la respiration, le ronflement, la saturation sanguine en oxygène. C'est absolument pas une liste exhaustive. Il y a toutes sortes de capteurs qu'on peut enregistrer, des capteurs de pression artérielle, des muscles mastificateurs, la position du participant au lit. C'est toutes sortes d'autres variables qui peuvent être enregistrées lors d'une PSG. Donc, je vous présente ce qu'on appelle une époque de sommeil. Donc, un tracé, un enregistrement de sommeil va être séparé en époques ou en pages de 30 secondes. Le 30 secondes n'est pas complet à l'écran. On va voir en premier, dans notre montage, l'activité des électro-oculogrammes. Donc, ici, ils sont appelés LOC et ROC pour Left and Right Oculogram. Ce sont des électrodes qui vont être placées près des yeux pour capter l'activité électrique de la rétine lors des mouvements gauche-droite ou de haut en bas. On va voir par la suite l'EMG, qui est l'électromyogramme, qui lui va capter l'activité au niveau des muscles mentonniers. Ensuite, on a l'EEG, qui va capter l'activité des différentes régions cérébrales dont les électrodes vont être placées sur le patient. Ensuite, l'ECG, l'activité cardiaque, qui va nous permettre de documenter certaines anomalies du rythme cardiaque ou de confirmer un artefact cardiaque. L'activité musculaire des jambes, comme je disais, c'est un autre type d'électromyogramme qui va nous permettre de documenter les mouvements de jambes à l'éveil qu'en sommeil. Et toutes sortes de capteurs respiratoires qui vont nous permettre de mieux documenter la respiration du patient ou du participant de recherche pendant le sommeil.
Donc, chaque époque de 30 secondes de l'enregistrement va se voir attribuer un stade et l'ensemble des stades va être représenté dans ce qu'on appelle un hypnogramme où sur l'axe des X, vous allez voir la durée de l'enregistrement et sur l'axe des Y, on va voir tous les stades. Donc, c'est un outil qui nous permet d'apprécier la macro-architecture du sommeil, de voir rapidement la distribution des cycles de sommeil, la distribution des stades aussi. On va vraiment y revenir plus en détail dans le cours sur la lecture des tracés. Donc, quelles sont les étapes pour enregistrer une PSG? Roger en a parlé dans sa présentation, mais bon, je vais quand même continuer. Tout d'abord, on va avoir besoin d'électrodes qui vont être placées, puis de capteurs là, qui vont être placés à différents endroits et à des endroits précis sur le participant. Les électrodes vont être branchées dans une boîte têtière. Notre système maintenant utilise le terme boîte de dérivation. La boîte de dérivation va être placée, va être branchée, plutôt, va être connectée à un amplificateur qui va faire l'acquisition de tous les signaux qui proviennent de la boîte. Les signaux vont être numérisés, donc il va y avoir une conversion des signaux analogiques vers le numérique. Et tout ça va être transmis à l'ordinateur via un logiciel d'enregistrement et aussi qui va permettre l'affichage des signaux. Donc, les systèmes d'enregistrement actuels vont avoir généralement entre 32 et 256 canaux qui vont vraiment permettre d'enregistrer une multitude de signaux EEG et polygraphiques. Hélène, oui? On a une question concernant la visualisation du tracé. Oui. C'est de savoir, est-ce que c'est toujours des fenêtres de 30 secondes? Quand on enregistre le sommeil, c'est un enregistrement qui se fait en continu. Donc, les fenêtres, les pages de 30 secondes, c'est à la lecture. Une fois que le signal a été processé, le signal va être coupé en pages de 30 secondes. Donc, au moment de la visualisation live, pendant qu'on enregistre la PSG, c'est vraiment un tracé qui déroule en continu. Donc, les fameuses électrodes, comment et où les poser? Donc, dans notre laboratoire, mais aussi à l'échelle internationale, pour mesurer adéquatement la tête des participants, on utilise le système de mesure international 10-20. C'est un système qui est basé sur la relation entre un site d'électrode mesuré et les structures et régions corticales sous-jacentes. Le système va être désigné 10-20 parce que les électrodes sont espacées les unes des autres de 10 ou 20 de la distance entre une paire de points de repère sur le crâne. Donc, je vous présente le système 10-20. Vous avez l'image à gauche. Avec le système 10-20, chaque électrode a un nom, peu importe le nombre. Donc, ça va référer plus à l'image de droite. Je vais y revenir dans quelques instants. Je vous fais remarquer qu'à gauche, les électrodes vont avoir un numéro impair et à droite, les régions homologues vont avoir un numéro pair. Les électrodes en préfrontal vont porter le nom de FP. F, ça va être pour frontal, C pour central, T pour temporal, P pour la région pariétale et O pour la région occipitale. Lors d'une PSG standard, les électrodes vont être encore généralement posées une à une par un technicien ou une technicienne. Quand on dépasse un certain nombre d'électrodes, il va devenir plus avantageux de poser ce qu'on appelle un casque d'électrodes. Donc, c'est ce qu'on voit dans l'image de droite. Le montage contient ici 128 électrodes, mais on voit que malgré le nombre, chacune des électrodes porte un nom spécifique qui correspond à un endroit vraiment précis sur la tête. Donc, pour vous illustrer la mesure, avec mes collègues, on a préparé une petite vidéo maison. Juste à noter qu'il n'y a pas de son avec les vidéos. Donc, avant de commencer, on va mesurer 4 points de repère anatomiques sur la tête. Je vous présente le système 10-20. Donc, les points de repère anatomiques. Le premier, le nasion, qui est le point de rencontre de l'os du nez et de l'os frontal. Ensuite, on a les 2 points préauriculaires, qui vont être la petite dépression juste au-dessus du tragus.
et l'ignon, qui est la partie la plus proéminente de l'os occipital. Donc, chez certaines personnes, cette partie supposément plus proéminente n'est pas toujours. Donc, des fois, demander aux participants de pencher la tête vers l'arrière, ça peut nous aider à déterminer l'emplacement de l'ignon. Donc, pour déterminer l'emplacement des électrodes du système 10-20, on va faire deux mesures qui vont être divisées en 10 et 20 de la mesure totale obtenue, donc la sagittale, la transverse. La circonférence, ça va être 10 de la mesure totale et on va faire quatre mesures qui vont, elles, être divisées en 25 de la mesure totale. La première mesure qu'on va faire, c'est la sagittale. Donc, le galon va être placé entre le nasion et l'ignon. On va faire deux marques qui vont être à 10 de la mesure totale et toutes les autres vont être espacées de 20 de la mesure totale. Ensuite, on va mesurer la transverse. Donc, le galon va être placé entre les deux points préauriculaires. Deux marques vont être faites à 10 de la mesure totale et les autres vont toutes être distancées de 20 . Donc, à la fin de ces deux mesures, vous devriez obtenir votre première croix, qui est CZ. Je vous en parle parce que CZ, c'est souvent une référence qui est utilisée pour beaucoup de systèmes d'enregistrement, entre autres des systèmes d'enregistrement avec casque. Donc, ça peut faire partie des bonnes pratiques de mesurer CZ avant d'appliquer le casque pour au moins s'assurer que CZ est bien placé au bon endroit. Oups, pardon. Donc, ensuite, on va mesurer la circonférence. On va placer le galon sur les quatre points qu'on va avoir identifiés à 10 des mesures de la sagittale et de la transverse. Une fois qu'on va avoir obtenu la mesure, au lieu d'utiliser le galon, on va plutôt utiliser un compas qui va être ouvert à 10 de la mesure qu'on va avoir obtenue. Dans le cas présent, on avait une mesure de circonférence à 55 cm. Donc, le compas est ouvert à 5,5 cm. Et chaque marque de la circonférence va être faite de l'avant vers l'arrière, à gauche et à droite. Donc, ici, c'est pour vous démontrer ce qu'on appelle la hauteur, donc pour définir correctement l'emplacement final des électrodes de la circonférence pour déterminer la hauteur à laquelle on va les installer. Donc, on va encore une fois se servir des marques qu'on a identifiées à 10 on va prolonger ces marques-là. Donc, ici, on voit à O1 et O2 qu'on a prolongé la marque et on va faire la même chose à FP1 et FP2, donc en préfrontal. Et ces marques-là vont nous servir à prolonger visuellement les traits pour identifier la coordonnée précise des autres électrodes de la circonférence. Donc, rapidement, il nous reste quatre mesures à faire. Il y a les parasagittales gauche et droite, où cette fois-ci, on va placer le galon de FP1 à O1 et FP2 à O2, et les marques vont être faites à 25 de la mesure obtenue. On va faire ensuite la transverse antérieure. On va placer le galon de F7 à F8, faire nos marques aussi à 25 de la distance. Et la dernière, la transverse
postérieure, où on va placer le galon de P7 à P8 et distancer nos électrodes de 25 %. Donc, à la fin du processus, si toutes vos marques ont été faites de façon adéquate, il y a une croix qui devrait marquer chaque emplacement des électrodes. Donc, le système international 1020 a plusieurs avantages. C'est un format standard qui est accepté à l'échelle internationale. Il y a une corrélation anatomique qui est éprouvée pour chaque électrode, qui est comparable d'un patient à l'autre. L'espace entre les électrodes est uniforme, ce qui permet la comparaison exacte entre les différentes régions du cerveau. L'emplacement des électrodes est étiqueté de façon identique dans toutes les langues. Les données sont comparables pour un même sujet, peu importe où l'enregistrement a été fait. Et c'est un système flexible qui permet une couverture adéquate du cerveau et qui permet aussi l'addition d'autres électrodes, entre autres les électrodes qui peuvent faire partie du système 10. Donc maintenant, la pose des électrodes comme telle. Tout d'abord, on doit faire une bonne préparation de la peau. Pour ce faire, on va utiliser un gel qui est légèrement abrasif, qui va permettre de faire abaisser la résistance de la peau pour assurer une meilleure conduction. Donc, je vous présente le produit qu'on utilise, le nom commercial étant le New Prep. Donc, à l'aide d'un coton-tige, on va appliquer, on va appliquer une légère pression en faisant quelques mouvements là, de haut en bas pour préparer la peau pour chacun des sites d'électrodes. Donc, dans le cas ici, il s'agit d'une électrode qui serait sur le mastoïde droit. Et ce procédé-là va être fait pour chacune des électrodes en contact avec la peau du participant. Par la suite, on va utiliser une pâte adhésive et conductrice qu'on va placer dans la cupule de l'électrode. Donc, on voit ici la pâte dans la cupule. Et on va fixer l'électrode avec un coton sur lequel on va également avoir ajouté de la pâte pour permettre que ça se fixe au niveau du cuir chevelu. Par contre, l'électrode, on veut vraiment qu'elle soit le plus en contact possible avec la peau. Lorsqu'on place l'électrode sur la peau, on utilise davantage un ruban adhésif, mais on a aussi ajouté évidemment de la pâte dans la cupule. Cette pâte-là, c'est vraiment une pâte qui est idéale pour les enregistrements de longue durée par rapport à d'autres types de pâtes ou de gel, parce qu'elle permet vraiment de se fixer assez solidement, mais en restant suffisamment souple pour être bien enlevé, être retiré facilement le lendemain. Donc maintenant, on va parler des polygraphies qui vont correspondre à toutes les autres électrodes ou capteurs qui ne sont pas dédiés à l'enregistrement de l'EEG. Donc, les électro-oculogrammes, comme j'ai dit précédemment, vont être appelés ROC ou LOC, dépendamment s'ils sont placés à gauche ou à droite des yeux. Ils vont enregistrer l'activité électrique des yeux. ROC devrait être placé à 1 cm à droite et 1 cm au-dessus du canthus externe de l'œil. LOC devrait être placé à 1 cm à l'extérieur et 1 cm en bas du canthus externe de l'œil. Dans notre laboratoire, on choisit de les poser plus haut et plus bas pour une question de confort du participant. Le positionnement des électrodes va permettre de voir des mouvements en phase lorsque les mouvements sont verticaux ou en inversion de phase lorsque les mouvements sont horizontaux. On pourra y revenir un petit peu plus tard là, dans le segment sur l'étalonnage biologique. Ces électrodes-là vont vraiment nous permettre d'observer différents types de mouvements oculaires pendant l'éveil et le sommeil. Hélène, il y a une question par rapport aux électrodes EEG, à savoir, est-ce qu'il y a des électrodes qui sont vis-à-vis le tronc cérébral? Donc, jusqu'où descendent les électrodes? Peut-être que tu peux nous indiquer quelles sont les électrodes typiquement utilisées, les électrodes EEG dans un enregistrement standard, dans les enregistrements plus complets, qu'est-ce qu'on utilise comme électrode? Dans un enregistrement standard, les électrodes les plus basses vont vraiment être au niveau du lobe occipital, donc dans un montage complet du système 10-20. Avec les systèmes d'enregistrement 256 canaux, les électrodes descendent jusqu'à la base du cou, à savoir quel type d'activité spécifique, est-ce que ça capte vraiment l'activité du tronc? Je ne pourrais pas malheureusement m'aventurer sur ce sujet-là, mais pour les systèmes vraiment, le système d'enregistrement, plutôt
le système 10-20, les électrodes vraiment les plus basses vont capter là, au niveau de lobe occipital. Donc, les électromyogrammes maintenant vont permettre d'enregistrer la... Excuse-moi, Hélène, je vais t'arrêter tout de suite parce que c'est une question sur les oculaires. La différence haut et bas pour raison de confort. Donc, pourquoi les différences haut-bas entre gauche et droite? C'est difficile d'imaginer l'impact sur le confort des différents setups. Donc, je ne sais pas si je dis bien la question, là. Elle est dans le chat. Donc, est-ce que tu peux commenter sur l'aspect confort? Quand les règles de l'ASM ont changé pour le positionnement des électrodes, on a choisi, nous, d'utiliser l'ancien positionnement qu'on avait. Si, par exemple, on voulait faire des projets de recherche où les mouvements des yeux sont vraiment étudiés, j'irais vraiment avec les règles de l'ASM. Nous, quand on a changé, quand on a plutôt décidé de revenir à l'ancien positionnement, c'est parce que les patients se plaignaient d'avoir soit le collant trop près des yeux, ils trouvaient ça plutôt inconfortable. Donc, ça ne nous empêche pas de voir l'amplitude des mouvements des yeux, de bien les distinguer quand on arrive, par exemple, en sommeil paradoxal. Donc, c'était surtout pour ça, c'est un choix qu'on a fait dans notre laboratoire. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, ça semble répondre à la question. Parfait. Donc, les EMG vont permettre d'enregistrer l'activité musculaire au menton. Il est recommandé d'en installer 3, une au centre du menton, les 2 autres à gauche et à droite sous la mandibule. Dans notre labo, encore une fois, on a choisi d'être différents et de les poser toutes les 3, en fait, les 2 autres à gauche et à droite, mais sur la mandibule. L'activité électrique des muscles mentonniers va être essentielle pour nous permettre, entre autres, d'observer la tonie musculaire qui est habituellement présente en sommeil paradoxal. Donc, maintenant, l'électrocardiogramme, qui est l'activité électrique qui va être enregistrée en 2 électrodes qui vont être placées en dessous de la clavicule droite, sous la clavicule droite et en haut de la hanche gauche. Cette paire d'électrodes-là va s'appeler D2 modifié et je l'ai déjà mentionné, mais c'est une dérivation qui va être utile pour documenter les anomalies cardiaques ou confirmer un artefact cardiaque. Ensuite, on va aussi enregistrer les muscles tibialis antérieurs ou gauche et droit. Donc, les électrodes vont être placées à la partie la plus proéminente du muscle lorsqu'on demande au patient de faire une flexion du pied. Les électrodes on va coller 2 électrodes sur chaque jambe. Et on va aussi s'assurer de faire une boucle de sécurité. On le voit ici en cas de mouvement brusque là, du patient pendant la nuit, donc pour éviter que ça arrache. Et ces électrodes-là vont nous permettre d'enregistrer les mouvements périodiques des jambes à l'éveil et en sommeil. Pardon. Ensuite, pour bien enregistrer la respiration, il y a plusieurs capteurs respiratoires qui vont être installés. Tout d'abord, on va installer 2 sangles, la sangle abdominale et la sangle thoracique. Donc, la sangle abdominale va être positionnée au niveau du nombril et la sangle thoracique va être positionnée au niveau du thorax sous les aisselles. Les sangles vont servir à mesurer l'effort respiratoire. C'est la partie noire ici, donc qui est un capteur piézoélectrique qui va mesurer le changement dans l'effort respiratoire entre l'inspiration et l'expiration. On va également utiliser une thermistance et une canule oronasale. Ici, vous les voyez insérées l'une dans l'autre pour un meilleur positionnement sur le patient. La canule et la thermistance sont des capteurs du débit aérien. Elles sont positionnées entre le nez et la bouche du participant. La thermistance, c'est un capteur thermique qui va faire la différence entre l'air plus froid qui est inspiré et l'air plus chaud expiré. La canule, elle, va faire plutôt la différence entre la pression qui est inspirée et éjectée par rapport à la pression atmosphérique. La thermistance va être davantage utilisée pour déterminer les apnées, la canule davantage utilisée pour déterminer les hypopnées. On va y revenir dans le prochain cours sur la lecture des tracés.
Ensuite, pour enregistrer le ronflement peut être enregistré de 2 façons, avec un micro sonore ou vibratoire. Dans notre laboratoire, on utilise un micro vibratoire. Donc, il va être positionné à l'endroit où, lorsqu'on demande aux patients d'imiter le ronflement, c'est là où on va ressentir la vibration la plus forte. Et le dernier capteur à positionner au moment du coucher, ça va être l'oxymètre qui va capter la saturation en oxygène dans le sang. Il va se placer sur le doigt et il va nous indiquer un pourcentage de l'hémoglobine qui est porteuse d'oxygène dans le sang. Il y a certains capteurs qui vont être également capables de nous informer sur la pression artérielle ou le pouls du participant. L'impédance, Roger aussi en a parlé un petit peu tantôt. Donc, avant d'installer le participant au lit pour la PEG, on va vérifier l'impédance des électrodes et les impédances trop élevées vont devoir être corrigées. Je vous fais ça simple. La définition de l'impédance, c'est la résistance au passage d'un courant électrique qui est mesuré en ohms. Donc, la peau, qui est composée d'une couche de cellules mortes, de sébum, d'autres résidus, va offrir une plus grande résistance au passage. Donc, comme on l'a vu précédemment, une bonne préparation de la peau va être nécessaire pour abaisser la résistance sous les 5 kΩ préférablement. Une image ici de ce que notre système d'enregistrement nous montre quand on vérifie l'impédance. Donc, on a notre seuil d'impédance fixé à 5 kΩ et toutes les électrodes en rouge vont correspondre à des impédances qui sont soit mauvaises ou dans ce cas-ci, des électrodes qui ne sont pas posées aussi sur le participant, notre système ne permettant pas d'afficher seulement celles qui sont posées. Donc, en vert, on voit les électrodes qui fonctionnent bien. L'impédance devrait être similaire entre chacune des électrodes, particulièrement entre les régions homologues. Une électrode qui a une impédance trop élevée pourrait avoir une amplitude qui est diminuée par rapport à la région homologue et elle pourrait aussi être plus susceptible de capter certains artefacts comme le 60 Hz ou les mouvements. Donc, pour bien visualiser les signaux, il va falloir déterminer des montages. Un montage, ça va être composé d'un ensemble de dérivations et une dérivation, ça va être composé de 2 électrodes. Donc, on va avoir des dérivations unipolaires, aussi appelées référentielles. C'est quand il y a une électrode active et une électrode de référence. La référence va être placée à un endroit qu'on va dire neutre, soit le lobe d'oreille ou encore l'os mastoïde. On va mesurer donc la différence de potentiel électrique entre l'électrode active et l'électrode de référence. Un exemple, les dérivations EEG ou EOG. On y reviendra dans quelques instants. Ensuite, il y a les dérivations bipolaires, où la dérivation va être composée de 2 électrodes actives. La différence de potentiel électrique va donc être calculée, mesurée entre ces 2 électrodes. Donc, ici, on voit toutes les dérivations qui sont utilisées dans ce qu'on appelle un petit montage chez nous. Dans ce montage, on voit que les électrodes EEG et EOG sont en référence avec les mastoïdes gauche ou droit, identifiés par M1 ou M2. Ces dérivations-là sont donc unipolaires parce que la référence tend à être à un point neutre, dans ce cas-ci, l'os mastoïde, mais ça aurait aussi très bien pu être le lobe de l'oreille. Ensuite, on a les dérivations EMG, ECG et tibialis antérieur gauche et droit qui sont des dérivations bipolaires. Donc, par exemple, les 3 électrodes collées au menton vont être placées en bipolaire les unes avec les autres pour créer 3 dérivations. Dans nos montages, les dérivations bipolaires vont généralement être nommées de façon simplifiée parce qu'on sait justement quelle électrode va être inclue dans la dérivation. Donc, on va avoir plus tendance à les nommer de cette façon-là. Dans notre centre aussi, un grand montage, donc un montage qui va utiliser les 19 électrodes du système 10-20, va plutôt utiliser une référence liée. Donc, elle va soit être liée physiquement par des fils soudés ensemble avec une résistance ou soit en appliquant une formule mathématique via le logiciel d'acquisition, ce qu'on appelle une référence calculée. C'est le type de référence qu'on utilise désormais chez nous. La référence liée a l'avantage d'appliquer exactement la même résistance à toutes les électrodes EEG du montage, ce qui pourrait permettre d'éliminer les différences d'amplitude entre les régions homologues.
mais a le très grand désavantage de subir l'impact d'un artefact qui va se répercuter sur toutes les électrodes EEG. Et le signal va devenir vite inutilisable si la référence n'est pas corrigée rapidement, comme on le voit dans cet exemple-ci, où toutes les électrodes, dans ce cas-ci, EOG et EEG, qui sont en référence avec la référence liée, nous démontrent un signal problématique, alors que les dérivations en bipolaire continuent à afficher un bon signal. On va pouvoir y revenir davantage dans le cours sur les artefacts. La mise à la terre, c'est une électrode qui est collée sur le participant, mais qui ne fait jamais partie des montages. Par contre, c'est une électrode qui est essentielle parce qu'elle est connectée au circuit de la mise à la terre de l'amplificateur. Elle va aider à réduire le bruit électrique qui provient de l'environnement et qui pourrait être aussi capté par les autres électrodes sur le scalp. Donc, son positionnement dans le système du 20, elle est placée ici. Ensuite, il y a plusieurs paramètres techniques qui sont à considérer pour obtenir des tracés de qualité et qui vont aussi refléter le type d'activité qu'on souhaite enregistrer. Je vais aborder deux paramètres importants lors de l'acquisition des signaux. Les autres paramètres, Roger en a parlé, des filtres ou des sensibilités, vont être abordés aussi là, dans le prochain cours sur la lecture des tracés et dans d'autres cours aussi plus tard. Donc, il y a l'amplification qui est très importante parce que le signal EEG, c'est un signal qui est très faible, qui doit être amplifié des milliers de fois. Donc, l'amplification va être le ratio entre le signal à l'entrée et à la sortie de l'amplificateur, qui va être multiplié par un facteur de 10 000 ou 20 000 ou plus, dépendamment du type d'activité qu'on souhaite enregistrer. Il va y avoir la fréquence d'échantillonnage aussi qui va être importante et qui va correspondre au nombre d'échantillons par unité de temps. Les polygraphes aujourd'hui permettent des fréquences d'échantillonnage très élevées. Donc, nous, maintenant, on utilise une fréquence d'échantillonnage à 512 Hz, ce qui veut dire qu'on enregistre 512 données par seconde. Et une fréquence d'échantillonnage élevée va améliorer la résolution des détails morphologiques des ondes. Notre système présentement peut enregistrer jusqu'à 4096 Hz, qui assurerait une résolution graphique 8 fois plus élevée que celle qu'on utilise présentement à 512. Par contre, sachez qu'un enregistrement de longue durée à cette fréquence-là de 4096 nécessite vraiment beaucoup d'espace de stockage. Donc, avant de commencer l'enregistrement, vos électrodes ont été placées, votre impédance a été vérifiée. On va maintenant faire un étalonnage biologique qui est un incontournable parce qu'il permet de vérifier que les dérivations qui sont dédiées à l'enregistrement d'un type de signal vont le reproduire correctement. Pendant cette étape-là, les signaux vont être enregistrés pendant que le participant va exécuter une consigne précise qui va permettre de s'assurer que les capteurs fonctionnent bien. Donc, à quoi s'attendre lorsqu'on donne les consignes aux participants? Petite vidéo. Parfait, donc on va fermer les yeux pendant 30 secondes. Donc, à la fermeture des yeux, ce qu'on va chercher à voir, c'est le rythme alpha qui devrait apparaître surtout en région postérieure. Roger l'a mentionné un petit peu tantôt, il va être réactif dans le fond à la fermeture et à l'ouverture des yeux. Chez certaines personnes, il va être en continu. Chez d'autres personnes, comme notre participante, il se présente en bouffée et disparaît par la suite. Ouvrez les yeux. À l'ouverture des yeux, le rythme alpha devrait s'atténuer ou carrément disparaître. On va voir aussi réapparaître les clignements de paupières. Les mouvements sont en opposition et c'est dû au positionnement des électrodes en haut et en bas de chaque œil. Sans bouger la tête, seulement avec vos yeux. Regardez à gauche, à droite, gauche, droite, encore à gauche, à droite, à gauche, à droite,
Et une dernière fois à gauche, puis à droite. Vous pouvez regarder droit devant. Donc, en faisant regarder en alternance gauche-droite, la consigne va nous permettre de vérifier encore une fois l'intégrité des électrodes dédiées à l'enregistrement des yeux. Et ça va nous permettre aussi de distinguer là, un patron de mouvement oculaire rapide qu'on peut retrouver dans certains cas. Serrez les dents très fort ensemble. Pincez les lèvres. Parfait, relâchez. Donc, demander aux participants de se serrer les dents va nous permettre de vérifier que les électrodes collées au menton fonctionnent bien. Donc, on voit au moment de serrer les dents que les électrodes répondent bien, encore plus quand on lui demande de pincer les lèvres. Et on voit qu'avant et après, il y a un relâchement musculaire, donc que nos électrodes fonctionnent bien. Maintenant, tirez les orteils du pied gauche seulement vers vous. Le pied droit. Donc, faire tirer les orteils du pied gauche et droit va nous permettre, d'une part, de nous assurer que les électrodes sont collées au bon endroit, donc en vérifiant que le participant fait le bon mouvement, on vérifie que les électrodes sont bien collées à gauche et à droite, et aussi que l'activité musculaire va être bien reproduite pendant la nuit si le participant a des mouvements des jambes. Je vais vous demander de vider complètement l'air de vos poumons et retenez votre respiration pour 10 secondes. Allez-y. Respirez normalement. Donc, ici, ce qu'on est intéressé à voir, c'est l'aplatissement des signaux lorsqu'on est en présence d'une apnée. À la reprise respiratoire, c'est important de s'assurer que les capteurs vont nous afficher un signal vers le haut. Donc, la respiration, on veut que lorsqu'on a une inspiration, que le signal aille vers le haut, donc une déflexion vers le haut et une déflexion vers le bas à l'expiration. Pour le dernier exercice, je vais vous demander d'imiter le ronflement 3 fois fort de façon espacée. Allez-y. Demander aux participants de ronfler va aussi nous permettre de nous assurer que le micro fonctionne bien, qui est bien positionné à l'endroit où il y a le plus de vibrations. J'ai aussi mis la canule ici pour vous démontrer qu'il y a certains dispositifs de canule qui peuvent également reproduire le ronflement. Donc, voilà, une fois que tout fonctionne bien, lorsque la technicienne ou l'assistant technique va constater que les signaux sont de bonne qualité, l'enregistrement va être démarré. Il va y avoir aussi un enregistrement audio-vidéo qui va être démarré pour toute la durée de la PSG pour documenter tout type de comportement moteur, un événement clinique, une intervention technique pendant le sommeil. Il y a une annotation lumière fermée qui va être inscrite aussi au moment d'éteindre la lumière pour vraiment indiquer le début de la PSG. Et à la fin de la PSG, il y a une annotation lumière ouverte qui va être également inscrite dans le tracé. Parfait, donc les tests sont terminés, tout est beau, vous allez pouvoir prendre la position qui vous convient. Je vais venir éteindre la lumière. S'il y a quoi que ce soit durant la nuit, n'hésitez pas à appeler une technicienne. Bonne nuit! Donc, je peux libérer les personnes qui n'ont pas de questions. J'en profite pour d'abord te remercier pour ta présentation. On va rester sur place pour ceux qui auraient des questions par rapport à la présentation d'Hélène. Et juste pour vous dire que, avant que vous quittez, que le prochain cours, il va y avoir aussi un aspect technique sur le scoring des tracés et un aspect plus théorique sur quelles variables de la macro-architecture, quelles sont les variables qui nous intéressent en recherche puis en clinique aussi dans la macro-architecture. Donc, on a un petit peu de temps pour les questions. On va rester
on va rester disponible. J'aurais une question. Merci beaucoup Hélène et Roger, c'était vraiment très très bien, très très intéressant. Moi j'ai une question pour Hélène. Vous avez parlé des impédances. Si j'ai bien compris, on ne peut pas corriger les impédances, on vit avec. Est-ce que j'ai raison? Non, il faut les corriger en fait. Donc, une impédance qui est trop élevée, ça peut signifier qu'on a soit pas bien préparé la peau, ou ça pourrait aussi dire que notre électrode est brisée ou que l'entrée de la boîte de dérivation ne fonctionne pas bien. Donc, c'est des corrections qu'il faut faire. Il faut s'assurer que l'impédance soit sous 5 kΩ avant de commencer l'enregistrement pour s'assurer de la qualité du signal. Donc, vous décollez l'électrode, vous refaites le processus? Parce qu'on avait l'impression que l'électrode était déjà pas mal posée, là. Bien, l'électrode est assez bien posée, puis la pâte a effectivement durci un peu, mais elle reste suffisamment souple pour qu'on puisse aller corriger, soit en refrottant avec un coton-tige, ou sinon, tantôt Roger le mentionnait, les aiguilles à bout tronqué peuvent aussi permettre d'aller gratter un petit peu la peau pour améliorer le contact entre la peau et l'électrode. Une dernière chose, tant et aussi longtemps que ça reste en dessous de 5 kΩ, vous êtes contente, mais vous n'essayez pas d'égaliser les impédances. On essaie. Justement, tantôt dans mon graphique, j'avais C3 et C4 qui avaient malgré tout des bonnes impédances, mais C4 était plus élevé que C3. J'aurais refrotté, moi, le site à C3 pour m'assurer que les deux ont une impédance similaire. Merci. Hélène, il y a des questions dans le chat. D'abord, la première question, c'est quel est le minimum d'électrodes pour pouvoir identifier les stades de sommeil? Minimum d'électrodes, ça prend, ce qui est recommandé selon l'ASM, c'est un minimum de 3 électrodes, une en frontale, une en centrale et une en occipitale. Ça prend 2 électrodes des yeux, mais une peut être suffisante et ça prend une dérivation EMG qui est fonctionnelle. On va le revoir la semaine prochaine aussi par rapport à comment on fait pour identifier les stades de sommeil. Il y a une autre question. Combien de temps environ la préparation à la nuit pour un patient, incluant la pose des électrodes puis la vérification des signaux? Ça dépend de la dextérité, ça dépend de l'expérience, mais une technicienne expérimentée, 30 minutes, un gros montage, ensuite placer les derniers capteurs, les capteurs respiratoires qu'on place avant le sommeil, vérifier l'impédance. Il faut peut-être planifier là, une bonne heure là, pour faire ça. Parfait. Puis, un petit montage, est-ce que tu peux nous redire à quoi ça correspond? En fait, je peux même peut-être le remontrer. Donc, c'est dans les images que je vous montrais au tout début. Je m'excuse, je retourne au début de ma présentation. Donc, on va avoir 2 électrodes qui vont enregistrer l'activité oculaire. Pardon, j'y arrive, je m'excuse. Je pense que je ne suis plus en mode... Bon, ben, je m'excuse pour ne pas faire perdre de temps à personne. Donc, on va avoir deux électrodes qui vont enregistrer l'activité des yeux, généralement 3 dérivations EMG. 6 électrodes qui vont enregistrer différentes régions cérébrales, frontales, centrales et occipitales. On va enregistrer l'ECG, les muscles tibialis antérieurs gauche et droit, thermistance canule, 2 sangles, un micro et un capteur d'oxymétrie vont habituellement faire partie des électrodes standards dans un petit montage. Donc, c'est pas si petit que ça. Hein? C'est pas si petit. En fait, les gros montages, c'est juste qu'on ajoute davantage d'électrodes EEG. Parfait. Puis, il y a une question par rapport à l'amplification du signal. Est-ce qu'on doit augmenter la fréquence? Lorsqu'on augmente la fréquence d'échantillonnage, est-ce qu'il faut augmenter l'amplification du signal? Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? L'amplification ne va pas changer. La fréquence d'échantillonnage va juste permettre une meilleure résolution graphique des ondes. L'amplitude ne doit pas être modifiée malgré une meilleure fréquence d'échantillonnage. Parfait, merci. Je pense que ça répond à la question. Je ne sais pas s'il reste des questions parmi ceux qui restent. C'est bon. Bien, excellent. Merci encore, Hélène. Merci, Roger, pour vos présentations. Super intéressant. Puis on va se donner rendez-vous la semaine prochaine à 10h. Merci tout le monde d'avoir été là.